Nous allons passer la parole à Denis Tuchet. Alors, en 83, le ministère de l'Éducation nationale crée le CLEMI, Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, et un service qui a évolué. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Denis Tuchet, comme responsable justement au niveau de l'académie de ce CLEMI, comment le service a évolué? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, on peut reprendre ça de façon historique. C'est intéressant pour voir comment aussi l'éducation aux médias et à l'information a évolué. Le CLEMI, effectivement, on a fêté les 40 ans du CLEMI l'année dernière. Donc c'est un organisme qui, à l'origine, a été créé par des enseignants militants qui militaient pour faire entrer les médias dans les salles de classe en tant qu'objet d'étude. Et typiquement, mais en fait ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Célestin Freinet faisait déjà un journal scolaire avec ses élèves dans l'élaboration d'une pédagogie qu'on appelait coopérative. Cette philosophie a été reprise par le CLEMI. Alors à l'origine, effectivement, le CLEMI avait vocation à donner aux enseignants des ressources pédagogiques, des outils pour permettre de faire mieux comprendre aux élèves la façon dont les médias fonctionnent et comment on construit l'information médiatique. C'est important parce qu'à l'origine, le CLEMI, c'était l'éducation aux médias d'information. Et puis, parallèlement à ça, a été créée une filière universitaire qui s'appelle les sciences de l'information et de la communication. Dans les années 70, avec l'apparition de l'Internet, et qui a donné d'ailleurs, qui a permis la création des CDI dans les établissements scolaires, les centres de documentation et d'information dans les années 80. Et cette filière universitaire c'est donc à évoluer parallèlement à ce que faisait le CLEMI. Et puis dans les années 2010 sont apparus les réseaux sociaux qui ont bouleversé la façon dont l'information circule, l'information se crée. On est tous devenus des producteurs d'informations. Et cette nouvelle technologie, ces nouvelles technologies ont obligé d'une certaine manière à repenser l'éducation aux médias d'information et à ajouter cette conjonction de coordination, le « et », éducation aux médias et à l'information. Et dans information, on va mettre autant l'information médiatique que l'information médiatisée, c'est-à-dire tout ce qui circule sur les sites internet et maintenant les réseaux sociaux, et donc la façon dont les élèves vont pouvoir rechercher de l'information pour leurs besoins scolaires ou personnels. Donc on a ces deux objectifs-là qui se sont mêlés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, bien sûr. Est-ce que justement les questions qui se posent avec ces réseaux sociaux, l'Académie de Rennes a fait une enquête sur 1000 élèves de 14 à 19 ans. C'est le CLEMI qui a fait ça. Et 1000 élèves, 94% des jeunes interrogés ont déjà été confrontés à de la fausse information. Donc, est-ce que ça a changé vos stratégies? C'est énorme. Alors, là-dessus, je vais peut-être avoir une réponse un peu plus nuancée par rapport à ta description initiale qui est assez anxiogène, effectivement. Sur deux choses. La première, c'est qu'il y a un certain nombre d'études, notamment une étude américaine qui a fait pas mal de bruit l'an dernier, qui montre que les pourvoyeurs de désinformation ou de ce qu'on appelle les désordres informationnels de manière plus générale, c'est souvent les personnes âgées de plus de 50 ans, et pas les jeunes. Oui, on préfère. Je pense que de ce point de vue-là, sur la façon dont les jeunes appréhendent la désinformation, les fake news et la mésinformation, je pense qu'elle est à nuancer dans le sens où ils ont un niveau de lucidité qui est peut-être plus aiguisé que celui qu'ont les plus âgés sur cette question. Après, il n'empêche que, évidemment, à cet âge de l'adolescence, on est assez attiré par tout ce qui est sensationnel. Donc, on est aussi dans une culture du clash. La culture du clash faisant le buzz. Et comme on aime bien avoir de la notoriété sur les réseaux, on va aussi effectivement participer à transmettre des informations qui ont l'air un peu particulières, mais on va voir ce que ça va faire, quoi. On va vivre cette expérience.
Et alors après, je pense que... Bon, après, il y a par exemple la question des influenceurs, hein, où là, il y a un gros travail qu'on fait au Clémy autour des influenceurs, hein, Oui, parce que c'est ça. c'est par ces intermédiaires-là que souvent la désinformation est véhiculée, mais parfois. Hein. Mais en tout cas, il y a une économie des réseaux sociaux. Et cette économie des réseaux sociaux, elle doit être comprise par les élèves. Et pour ça, le Clémy a créé un certain nombre d'outils que vous pouvez retrouver sur leur site d'ailleurs, récents, dont un qui s'appelle En classe, et qui permet de travailler avec les élèves sur l'économie des réseaux sociaux, l'économie des influenceurs, etc. Il est vrai que lors d'ateliers pédagogiques, les plus jeunes découvrent qu'il y a un modèle économique derrière les influenceurs, et ça met un peu de relativité par rapport à ce qu'ils donnent comme information, hein, Ouais, bien tout à sûr. fait, ouais. L'idée, c'est, pour reprendre l'expression de Bernard Stiegler, philosophe des technologies, on a affaire à des industries, des technologies de l'esprit. Et les trois mots sont importants, et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux élèves. C'est industriel, parce que la matière première, c'est nos données. Donc, par exemple, travailler avec les élèves sur ce que c'est que l'identité numérique, c'est hyper important. Ouais. Et comment on va préserver cette identité numérique. Donc, leur faire comprendre qu'il y a une industrie de la donnée, une industrie qui utilise des technologies par les algorithmes, et qui sont de plus en plus puissants. Hein, vous le savez très bien, avec notamment TikTok qui réagit très, très, très rapidement pour enfermer dans des bulles de filtre. Et de l'esprit, parce que justement, ça influence notre manière de penser. C'est tout l'enjeu de l'éducation média. Hein, elle est là. Absolument, avec un impact énorme sur la citoyenneté, bien sûr, sur la démocratie, sur le fait d'influencer comme ça des gens avec des informations fausses. Alors, je vais donner un petit exemple. Quand on est confronté un peu aussi à la rapidité, tout le monde va zap très vite. Plus personne ne regarde un article ne lit un article pendant 1 heure. Enfin, ça va de plus en plus vite. Lors du festival à hauteur d'enfants avec France Bleu, on avait interrogé des jeunes sur leurs sources d'information. Et donc, les 3/4, c'était TikTok. Et donc, y compris sur de l'information sur ce qui se passe dans le pays, etc. Et quand on leur a expliqué justement que ça n'était pas des journalistes, que ce n'était pas vérifié, etc., 3 d'entre eux nous ont dit mais on vérifie. Et quand on a demandé comment, en fait, ils suivent les liens et ils regardent les avis comme dans un hôtel. C'est bon, c'est pas bon, mais c'est important de prendre en compte ça. Et leur commentaire, c'était tous les hommes politiques parlent pareil, ils sont habillés pareil, c'est pas marrant, c'est pas voilà. Et donc on est confrontés tous finalement à cet accès un peu pour arriver à attirer, à garder des publics malgré cette appétence pour ce qui est marrant, ce qui est ludique, etc. Donc c'est compliqué. Denis Tuchet, l'intelligence artificielle fait son intrusion là, comme ça dans les médias un peu. Est-ce que c'est une question dont vous voulez vous occuper à terme ? Puisque c'est un peu nouveau, on peut faire parler quelqu'un, on peut changer un discours. C'est le nouvel enjeu auquel on est confronté. Juste un détail, quand les élèves disent qu'ils vont s'informer sur TikTok, oui. On ne peut pas dire que TikTok est la source de l'information. La source de l'information, c'est le producteur de l'information, TikTok n'étant que le transmetteur, l'hébergeur de ça. Donc après, on sait aussi que les médias mainstream s'impliquent beaucoup hein, dans ces nouvelles formes de... Bon, donc, sur l'IA... alors, c'est difficile d'en parler parce que ça va très très vite. C'est le début. ChatGPT a été téléchargé plus d'1 million de fois en 1 semaine, je crois, donc en France, donc ça va hyper vite. Et puis, il faut distinguer aussi les types d'IA. Il y a les IA pour l'éducation qui peuvent permettre par exemple, de personnaliser les enseignements, de personnaliser les parcours d'apprentissage des élèves. Oh, ça, c'est plutôt bien. Ce qui va poser plus de problèmes, c'est l'IA générative, qui va créer du contenu. C'est ça. Et la question, c'est de la façon dont on va apprendre aux élèves à vérifier,
la synthèse que fait ChatGPT de telle ou telle requête, prompt, pardon, on dit prompt. Et comment est-ce que ça fonctionne? Alors c'est complexe, on y travaille. L'année prochaine, on va proposer une formation, alors au niveau national, le CLEMI, c'est sûr, et au niveau académique, pour l'Académie Montpellier, on va créer un module de formation sur ce sujet-là. Même si voilà, les scientifiques n'ont pas encore totalement stabilisé leur recherche. On n'a pas fait le tour de la question. Non. On n'a pas fait le tour voilà. de la question, c'est clair, mais quand même, ça va très vite. Et du coup, alors le module, il sera pour les élèves, pour les enseignants, pour les deux? Pour les enseignants, hein, je parle du plan académique de formation continue. Donc on a un plan académique de formation continue pour les enseignants, où on intègre les médias scolaires, dont la web radio, évidemment. D'ailleurs, oui. Web radio, c'est un terme qui ne va pas... on utilise beaucoup cette expression dans l'éducation nationale. Ce n'est pas de la web radio dans le sens propre du terme. Oui. On devrait parler, comme le dit très bien Erwan Averti, le directeur de Radio Sommière, et je reprends ces mots, il n'est pas là, je ne crois pas. Il faudrait plutôt parler, d'ailleurs, je vous le conseille, d'ateliers d'écriture radiophonique. Il a raison. Et en plus, c'est peut-être plus parlant pour les enseignants, oui. Parce que dedans, il y a le mot écriture. Ça, oui. Ça plaît beaucoup aux enseignants. On a des défauts et des obsessions qui sont, en tout cas, celles de la maîtrise de la langue et de l'écriture, et la radio y participe. Donc, on a un plan académique de formation, effectivement. Très bien. Alors, les radios associatives maillent l'ensemble du territoire et vont plus près, comme ça, dans des établissements, s'impliquer sur l'éducation aux médias. Très souvent, ensuite, il y a une diffusion à l'antenne avec une possibilité de dialogue enfant-parent sur ces sujets-là. Est-ce que ce maillage, cette adaptation au territoire vous semble importante? Ah ben, elle est absolument nécessaire pour nous. Tu l'as rappelé tout à l'heure, mais le ministère a fait une action très forte autour de la web radio avec deux choses. La première, c'est l'appel à projet Une web radio un par un, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc il y a eu deux vagues, enfin vagues ça fait Covid, deux appels à projet et qui ont permis de financer des studios radio dans les établissements scolaires, dans les collèges. Et puis les territoires numériques éducatifs qui sont implantés dans une trentaine de départements en France. Un département, l'Hérault, pour l'Académie de Montpellier. Et dans les 10 domaines des territoires numériques éducatifs, il y a un domaine qui s'appelle « Entraîner l'oralité ». Et dans ce domaine-là, on finance aussi avec la participation des conseils départementaux des studios radio. Donc, les enseignants se retrouvent avec ce matériel. Bon, d'abord, ils ont besoin de formation, le CLEMI s'en occupe, mais ils ont aussi besoin de partenaires fiables que sont les radios associatives, avec leur expérience, et notamment leur expérience en matière de techniques d'éducation populaire, que n'ont pas les enseignants. Oui. Donc c'est une autre manière d'enseigner, et ça apporte, je vous l'avouerai, dans les établissements qui reçoivent des partenaires, une bouffée d'air pour renouveler aussi les pratiques pédagogiques des enseignants. Donc nécessaire. C'est important. Effectivement, on a tous expérimenté le fait que le matériel arrive dans des collèges et qu'on se dit, les enseignants se disent, et puis ensuite, c'est-à-dire, et donc on a aidé souvent, beaucoup de radios ont aidé la prise en main de ce matériel et aussi une stratégie pour créer des contenus, etc., voire encadrer les territoires numériques éducatifs. Donc c'est extrêmement important. On va peut-être faire voir un petit commentaire de la salle, Redouane. Prêt à donner le micro à qui veut le prendre. Peut-être là, hier, il y avait juste la question de l'éducation populaire, si jamais. Oui, je ne sais pas si c'est... je vais juste, hier sur l'atelier, moi j'avais parlé je me posais la question de est-ce que nous, pour Radio Albiges dans le Tarn, est-ce qu'on fait de l'EMI
où est-ce qu'on fait de l'éducation populaire, où est-ce qu'on fait de l'autodéfense intellectuelle. Et il y a des gens qui n'ont pas compris le terme hier, autodéfense intellectuelle, je ne sais pas si ça parle. Ou esprit critique, en fait. Et puis, voilà. Et moi, hier, je posais la question de quel public. Effectivement, là, on parle beaucoup de scolaires. Mais je pense que, bon, nous, on est dans un quartier prioritaire. Il y a des habitants aussi qui sont informés plus ou moins. Nous-mêmes, on se fait avoir à des fake news ou à des choses comme ça. On peut en répéter aussi. Donc voilà, on est tous dans le même bateau. Et pour moi, l'éducation populaire, c'est pas que nous, on vient en sachant, c'est que tout le monde s'éduque ensemble. Un autre commentaire, là, derrière toi. Voilà. Laurent Keller de RGO, Radio Grille Ouverte à Alès. Sur la question de l'influence, des influences, moi ce que je vois surtout, c'est que c'est pas des idées qui sont transmises, c'est le manque d'idées et la défiance. L'influence, en fait, ce que je vois, c'est que je vois des adultes et des enfants d'ailleurs qui n'ont plus confiance dans les journalistes, qui n'ont plus confiance dans les informations qu'ils ont et qui s'en retirent et qui disent on ne va pas s'en occuper. On ne s'en occupe pas. Et l'enjeu pour moi, il est là. Il faut trouver le moyen de les inciter à nouveau à s'engager, à prendre à bras-le-corps les informations qui les concernent et à ne pas laisser ce terrain à ceux qui avancent. Parce qu'il y en a qui avancent. Bien sûr. Alors, cette défiance, Denis Tuchet, elle existe par rapport à la presse, elle existe par rapport à tout ce qui est un peu institutionnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous insérez dans vos formations ? Oui, alors, non, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Après, à l'orage, je ne sais pas si c'est de la défiance, peut-être de la méfiance, mais enfin, je peux vous rejoindre. Et c'est pour ça que là, votre rôle, il est hyper important, parce que c'est par le contact avec des journalistes, des amateurs radio, qui vont pouvoir comprendre quel est le rôle du journaliste en démocratie, déjà. Ça, c'est très important, ce que c'est que la pluralité de l'information, et surtout de les ouvrir au monde. Vous parliez de réseaux d'éducation prioritaire, pour y avoir travaillé longtemps. Ces réseaux d'éducation prioritaire, ils sont dans des quartiers prioritaires de la ville qui sont souvent eux-mêmes déjà des enclos. Et pour en sortir, l'information médiatique est très importante. Donc de les ouvrir à ça, d'aiguiser leur curiosité. D'ailleurs, c'est un des éléments de l'enseignement de l'esprit critique. C'est arriver à faire en sorte qu'on aiguise leur curiosité. D'ailleurs, je nuancerais aussi ça, parce qu'il se trouve que c'est quand même curieux. Enfin, je représente une institution où on a des enfants qui, dans le premier degré, sont très curieux de tout, et puis qui, à la fin de la troisième, se sont peut-être asséchés du point de vue de cette curiosité. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de l'institution ou l'effet de l'âge, de l'adolescence, peut-être les deux. Voilà. J'espère, en tout cas, que ce n'est pas que l'institution. Mais en tout cas, c'est pour ça que ces projets d'ateliers d'écriture radiophonique, c'est ce que je disais, c'est des bouffées d'air pour les enseignants, parce que ça permet justement de leur faire construire de la formation, donc de s'ouvrir au monde aussi et de ne pas rester dans la défiance. Ouais. Exact, c'est important. Un autre commentaire ? Oui, ben en fait, vous venez de dire, bonjour, exactement ce que j'avais à dire, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout de leur apprendre à recevoir l'info, c'est leur apprendre à en produire, parce que quand on sait la produire, on sait comment font les autres, et du coup, on a ce recul que tu appelles une arme de défense intellectuelle, mais c'est exactement cela. Et quand nous leur donnons la messe, ils s'ennuient, et 5 minutes après, ils décrochent, tandis que quand ils sont acteurs de leurs apprentissages, comme le préconisait la pédagogie active et participative chez Freinet, ils sont tout de suite plus... voilà, ils sont là, quoi. Ils sont présents, et c'est en faisant qu'ils apprennent. Juste peut-être une remarque sur l'autodéfense intellectuelle. Donc c'est le laboratoire Cortex qui travaille là-dessus à Grenoble. C'est à manier avec prudence, parce que d'ailleurs ça rebondit sur ce que vous disiez, monsieur, sur la défiance.
si on utilise l'autodéfense intellectuelle avec les élèves, ça peut avoir un effet qui n'est pas celui qu'on attend. Ça pourrait être celui de la défiance, justement. Enfin, il faut faire attention à ça. C'est une petite nuance que je voulais apporter. Alors c'est important qu'ils rencontrent des équipes comme ça de radio, qui leur montrent au plus près comment on va chercher l'info, comment on va bâtir un débat, comment on va essayer de se faire une idée dans une réflexion sociétale, etc. C'est ce côté terrain qui est important pour les élèves? Ah oui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la pédagogie de projet. Ouais. Et effectivement, d'être sur le terrain, c'est une expérience. Enfin, vous le savez aussi bien que moi, et même mieux que moi. Quand ils sont sur le terrain avec leur micro, ben voilà, c'est une expérience inoubliable. Et quand on parle devant un micro aussi. Et d'ailleurs, ça fait partie des richesses de l'activité que de travailler ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un peu à la mode, mais les compétences psychosociales. Bon. Je voulais peut-être juste préciser une chose, c'est que en fait, ça a aussi un grand atout, c'est que on permet aux élèves de s'exprimer sur des sujets qui les importent. Ce qui malheureusement dans notre institution n'est pas souvent le cas. Et de moins en moins d'ailleurs en classe, puisque ce qu'on appelle nous les questions vives sont souvent plus abordées par les enseignants de peur de ne pas pouvoir maîtriser le débat. Je pense, enfin, juste l'assassinat de Samuel Paty, ça nous rappelle ça. Et d'ailleurs, les enseignants sont souvent marqués par ça. Et du coup, par exemple, certains, malheureusement, évitent d'aborder la question de la liberté d'expression et de ses limites, alors qu'elles sont dans les programmes, notamment au lycée. Donc c'est des enjeux pour nous que de réactiver ça et de pouvoir leur donner les outils pour lutter contre cette peur. Mais je voulais aussi indiquer que dans la réglementation, dans le Code de l'éducation, il est indiqué que les élèves ont le droit d'expression et d'information dans leur établissement scolaire. Alors, il y a des nuances entre le collège et le lycée, mais ce que dit le texte, c'est que cette liberté doit s'exprimer dans le respect de deux choses, le pluralisme et la neutralité. D'ailleurs, c'est rappelé aussi dans la charte de la laïcité, l'article 9, si mes souvenirs sont bons. Alors, il y a un mot qui pose problème, c'est la neutralité, dans le sens où ça sous-entendrait que les élèves ne peuvent pas exprimer leurs propres opinions. Alors, c'est pas tout à fait ça la neutralité, c'est la neutralité politique, économique, religieuse, voilà. Pas de prosélytisme en fait. Alors on a parfois des exemples où il y a des litiges avec les chefs d'établissement qui ne veulent pas diffuser tel ou tel programme parce que ça relèverait d'un manque de neutralité. Après, il y a le pluralisme, ça c'est hyper important, et c'est pour ça que quand on va sur le terrain avec les élèves et qu'on va les confronter à d'autres opinions que les leurs, c'est là où tout se joue. Et le pluralisme des idées, il doit apparaître aussi dans les productions que font les élèves, dans les podcasts ou les émissions radio. C'est formateur en soi, justement, voilà, prendre en compte l'opinion de l'autre. C'est en faisant qu'on apprend, c'est un peu l'ADN du Clémy, mais c'est aussi celui de l'éducation populaire, c'est le vôtre, j'imagine. On apprend en faisant qu'on apprend. Alors, du terrain, il revient très souvent cette peur que vous évoquez, Denis Tuchet, la peur d'évoquer certains sujets, la laïcité, selon l'établissement où on est, la peur d'évoquer aussi l'histoire de la Shoah ou la colonisation au niveau historique, bien entendu. Ce sont des peurs qui font que ces sujets sont moins traités de façon tranquille, je dirais, ou ne sont pas traités. Est-ce qu'on n'est pas au stade d'imaginer finalement des groupes, des brigades volantes de profs qui vont d'un établissement à l'autre former là-dessus pour ne pas faire impasse? Oui, alors c'est ce qu'a préconisé l'ancien ministre, ça change souvent, ministre Attal.
je pense que ça peut être une idée de soutenir des enseignants qui seraient en difficulté. Oui. C'est pas glorieux parce que c'est un constat d'échec, hein, voilà, évidemment. C'est terrible par rapport au principe de neutralité et d'éducation pour tous de l'école. Mais devant un constat comme ça, que faire ? De former le plus possible les enseignants, de les outiller. On a un programme très ambitieux de formation des enseignants sur les valeurs de la République et la laïcité, qui a déjà formé plus de 20 000 profs, je crois, depuis 2 ans, qui continue. L'idée, c'est de refaire, leur permettre de repenser cette question de la laïcité et des valeurs à l'aune de l'actualité, quoi. C'est ça, et de l'éduquer tranquillement, de l'enseigner tranquillement. Merci Denis Tuchet. Effectivement, c'est le cœur du système, du réacteur que l'enseignement et l'éducation aux médias.